Donc c'est une réponse à des journalistes russes dissidents qui m'ont posé des questions par mail. Et on leur répond à Laigne pendant les rencontres. Ça, c'est ça. L'histoire personnelle, est-ce que je la sacralise? Je ne sais pas, mais je la rends narrative, j'en fais quelque chose qui serait plus de l'ordre de la... Oui, un peu comme la vie des saints, quoi, effectivement, quelque chose d'un... Comme si l'artiste avait une fonction de fusible, de capter tout ce qui se passe autour et de l'incarner dans une certaine mesure. Donc voilà, c'est en ce sens-là que j'entends votre mot sacré. Voilà, sinon, plus de frontières entre le privé et le public, mais plutôt l'invention d'une espèce d'aller et retour constant entre les deux. Il me semble que dans mon voyage divers, ce que je dis, c'est que le mur donnait à la vie en général, hein, pas seulement la vie homosexuelle, mais la vie en général, quelque chose de romanesque. Et ça, je le crois encore, qui est perdu. Après tout, on ne va pas regretter la chute du mur. C'était quand même quelque chose qui est arrivé et qui a libéré plein de gens. Je pense qu'effectivement, les Berlinois de l'Est... avait une vie homosexuelle plus cachée, plus clandestine qu'à l'Ouest, qui commençait déjà à plus s'affirmer avec les années 70. Mais oui, ce charme du romanesque, c'était que tout devenait un petit peu compliqué dans une ville coupée en deux. Et que je me souviens qu'il y a un film d'ailleurs de Wieland Speck, qui maintenant dirige le Panorama à Berlin, où c'est deux gays de l'Ouest qui vont draguer à l'Est, et c'était assez drôle parce qu'on se rend compte de la différence qu'il y avait entre les deux mondes. Mais moi, quand je parle d'un côté romanesque, c'est plus, oui, dans la vie en général, dans cette ville coupée en deux, et dans ce monde encore coupé entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Mais... je pense que cette question de l'oppression, des doubles vies, de quelque chose d'un peu caché, je l'ai beaucoup plus abordée en Italie, où il y a encore effectivement un conflit entre cette idée très américaine de l'affirmation de soi comme gay, comme communauté gay, etc., et le sud de l'Italie qui vit encore d'une façon assez charmante une vie sur plusieurs tableaux. Alors c'est aussi souvent des vies très compliquées, mais il y a effectivement ce charme des vies cachées, des vies complexes, mais en même temps, je ne nie pas qu'il y a aussi beaucoup de souffrances qui naissaient de ça. Mais est-ce que l'entreprise américaine, enfin on va dire occidentale, de l'affirmation de soi, sois ce que tu es, affirme-toi, où il faut absolument faire le coming out, etc., on s'est aperçu avec le temps et que ce n'était pas forcément une libération, que ça avait aussi quelque chose d'assez autoritaire finalement. Et que, notamment dans les rapports avec la politique, le fait de la libération des gays était plus une espèce de forme d'autonomie hédoniste qui n'allait pas forcément dans le sens d'une subversion politique en tout cas. Voilà, c'est pour ça que je parle d'un charme de ces rapports un peu clandestins et d'une dimension romanesque de la vie à Berlin à l'époque du mur. Bien sûr, il y a des limites, il y a de l'autre encore, même si un ami philosophe, Dominique Quesada, ne cesse de dire qu'on a liquidé l'autre. Hein, il parle d'un altéricide, que maintenant il n'y a que du même. Mais évidemment, la question de la numérisation du monde met en cause cette existence de l'autre en tant qu'absolument autre, absolument différent.
Et ça, ce sont des questions philosophiques, mais je crois que le queer, on va dire d'une manière générale, travaille un petit peu à la fois à détruire certaines limites entre les miens et l'étranger, mais aussi à les réinventer en les tordant ou en les distordant. Et ça, c'est peut-être quelque chose d'intéressant par rapport à ce qui travaille mon cinéma. Quatrième question. Dans Leçons de ténèbres, la caméra est physiquement présente comme troisième participant au rapport, j'imagine que vous parlez des rapports amoureux. Elle fixe la destruction, mais elle la symbolise en intervenant dans les relations amoureuses. Oui, je pense que la caméra, à partir du moment où moi je suis à l'écran, c'est une espèce de double de moi, c'est le regard sur moi-même, et souvent d'ailleurs ça devient un peu paranoïaque parce qu'il y a plusieurs types de caméras ou plusieurs régimes de filmage, mais qui sont toujours une espèce de regard de moi sur moi, enfin le moi dans l'écran et le moi réalisateur et notamment monteur qui va après couper tout ça. Et il y a aussi le jeu de différents types d'images, puisque j'utilise le 35, la vidéo, le Super 8, le téléphone portable, les images volées sur Internet. Donc ça, effectivement, c'est une espèce d'intrusion du Vincent Dieutre réalisateur dans la vie du Vincent Dieutre corps dans la ville, quoi. Ça, on peut le voir comme ça. Mais aussi, elle enregistre, moi je parlerai pas de destruction, mais de perte. On est plus dans la perte, et il est évident que le film raconte toujours un passé qui s'assume comme passé. Je ne fais pas semblant de faire entrer le spectateur dans un présent qui serait celui du film. On est déjà dans un regard rétrospectif, presque dans de l'archive, et ce jeu avec la caméra participe aussi de ça. Mais c'est pour créer un trouble avec le spectateur. Alors là, moi je pense qu'il y a un malentendu parce que je ne peux pas dire que personnellement, moi j'ai souffert d'un sentiment d'oppression par rapport que ce soit à ma sexualité ou à mes idées ou à mon travail, mais beaucoup plus une espèce au contraire de sommation sans arrêt à une espèce de jouissance, justement, cette injonction un peu américaine de jouir, d'aller au bout de ses désirs, etc., qui est un peu le contraire de ce que vous avez l'air de dénoncer en Russie. Et sans du tout faire l'apologie, dire que c'était mieux du temps où c'était interdit parce que c'était plus excitant, je ne le crois pas non plus, mais je pense que c'est quelque chose qu'on doit aussi analyser comme étant, ils n'ont pas rejeté forcément sous le signe d'une modernité. Donc moi-même, je n'ai pas été confronté, mais je l'ai observé, oui, dans les sociétés méditerranéennes, notamment au Liban. On va laisser passer le camion. Alors je disais, oui, notamment au Liban ou dans le sud de l'Italie, en Sicile ou dans certains endroits, on sent qu'il y a une grande coercition sociale, hein, un contrôle social, comme disent les Siciliens. Je pense que c'est un petit peu ça qu'on ressent dans certains pays de l'Est. Enfin, je ne connais pas la Russie, mais j'avais été à Prague ou même à Saint-Pétersbourg avant la chute du mur, et je dois dire que c'était à la fois, pour un touriste, assez une nouvelle fois stimulant, parce qu'il fallait chercher les bars la nuit, tout était très caché, très underground, mais que les gens qui vivaient là, ce n'était pas simple. Mais je pense que c'est très différent, la situation méditerranéenne et l'oppression assez opaque que vous subissez. Et ça, je dois dire que je ne l'ai pas connu. Donc je ne veux pas m'avancer là-dessus. Ça n'empêche qu'il faut s'armer contre si c'est possible, contre ces réseaux de surveillance et de coercition.
Alors, 6e question. Est-ce que l'histoire racontée rétrospectivement est la seule possibilité de posséder? Alors ça, c'est une belle question, mais j'arrive pas trop à la comprendre. Est-ce que le travail de la mémoire est une sorte d'exorcisme et l'obtention d'un contrôle sur le passé? Alors ça... Un contrôle, je ne sais pas. Je pense que c'est plutôt une espèce de réorganisation du passé, de lui donner un sens, justement, passer de l'affaire privée à quelque chose de beaucoup plus public et qui donnerait à penser, enfin à réfléchir. Le cinéma pose des questions et il est vrai que moi, je ne pense pas qu'on s'approprie les choses en les filmant, ou qu'on se les réapproprie, mais malgré tout, il y a dans ce travail sur ma propre mémoire, voire sur mes archives, sur mon passé, etc., une idée d'exorcisme. Ça, je le crois beaucoup, mais peut-être pas au sens religieux, mais au sens d'un inventaire des blessures, enfin quelque chose, et de toujours chercher ce que le cas particulier peut avoir d'universel, de collectif. Et dans ce sens-là, je pense qu'on n'obtient jamais un contrôle pour le passé, mais un petit peu comme on disait en religion, on se justifie, c'est-à-dire qu'on essaye de donner un sens à tout ce qui a pu arriver et de donner une cohérence là où l'existence pourrait avoir quelque chose d'un petit peu fragmentaire, dissolu, aujourd'hui discontinu, dans la perception en tout cas. Et peut-être le travail de mes films est de redonner sens, cohérence, de remonter justement les éléments du passé, mais pas dans un but de possession, plus dans un but de clarification ou d'authentification. C'est-à-dire que Jaurès, le principe est que c'est une amie qui me pose des questions sur des images que je lui donne à voir, comme si elle me tirait une vérité, elle m'obligeait à me rappeler de certaines choses, voire à certains moments de comparer avec sa propre expérience. Et effectivement, des choses qui apparemment ne me paraissaient pas importantes, remises dans le cadre de cette discussion avec Eva devant les images, oui, me sont apparus à ce moment-là. Mais j'allais quand même dans une direction précise, parce que d'abord, l'ordre de cette discussion n'est pas celui qu'on a à la fin du film. On a remonté, là aussi, cette discussion elle-même, pour lui donner d'abord une durée, une densité plus importante. Mais je pense que j'ai fait ce film aussi pour me confirmer à moi-même certaines choses, comme si le film avait un but de vérification, que tout ce que j'ai vécu à Jaurès est bien arrivé, les réfugiés, Simon, cette histoire, cet appartement. Et évidemment, la conversation avec Eva a ce but-là, et ce n'était possible qu'avec une amie qui soit aussi d'abord très proche, qui ait connu la personne en question et le lieu en question, et qui aussi soit quelqu'un de très proche du système de cinéma, c'est-à-dire que si je lui disais là répète ce que tu viens de dire, elle pouvait le répéter mot pour mot. C'est aussi une comédienne, donc j'ai joué beaucoup de toutes ces possibilités de... Voilà, c'est quand même un travail, c'est quand même une cuisine, il y a du montage, il y a de l'étalonnage, mais de garder quand même une sincérité grâce à l'intervention de personnes qui sont vraiment dans un cercle assez intime. Et ça, je pense que c'était possible dans le cadre de Jaurès et que j'en ai tiré le maximum. Et donc quand le film est terminé, oui, de nouvelles choses apparaissent parce qu'on voit la réaction des autres, du public. Et ça, c'est très important parce qu'effectivement, le film, après, il appartient à tout le monde. Et là, souvent, certaines dimensions du film m'échappaient jusqu'au moment où il est livré au public, bien sûr. Eh bien, absolument.
C'était mon idée. Mon idée, c'est comme j'ai filmé pendant un an, plus d'un an même, à peu près la même chose, enfin le même paysage, cette petite portion de Paris qui est filmée au métro Jaurès, il est évident qu'il y avait des éléments récurrents, justement, les arbres, certaines voitures qui se garaient toujours au même endroit, une Vespa, des oiseaux, enfin voilà, des éléments récurrents, un réverbère, voilà. Et je me suis dit, comme ces éléments perdurent à toute la situation, tout ce qui peut se passer, que ce soit mon histoire à moi ou celle des Afghans, c'était intéressant d'injecter une espèce de doute dans le film en redessinant certains éléments, les rendant presque de façon purement graphique. C'est aussi un questionnement sur l'image numérique, qui est une image qu'on peut manipuler totalement et qui peut devenir aussi une espèce d'animation du réel par millions de pixels. Donc je prends un peu les devants de ça, tout en n'en faisant pas le sujet du film. Mais c'est vrai que ces animations sont une figuration d'un doute possible et que les images ne sont pas la preuve de quoi que ce soit. Et donc c'est le film qui est une preuve. Mais chaque document en soi n'est pas un document valide, et donc je l'ai toujours un petit peu souligné en le rendant encore plus iconique qu'il ne l'est par ces petites animations qui revenaient. Alors après, cette idée de prédestination, moi je ne la comprends pas tellement. Je crois, oui, à l'idée de destin, finalement la numérisation du monde et le stade ultime du capitalisme serait peut-être une négation de toute idée de destin. C'est-à-dire de toujours penser que la mort n'est pas au bout. Enfin, une espèce de façon de nier la finitude. Et en ça... moi, comme je travaille sur le passé, sur la perte, sur la mémoire, il y a forcément toujours cette idée que le film est aussi comme un tableau de vanité. C'est des memento mori, et ça c'est certain. Et peut-être que les animations vont aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire que finalement, c'est des ex-voto. Alors, 9e question. Je ne sais pas si je parlerai en termes de valeurs. Tout est politique, c'est une formule. Le privé est politique, c'est aussi une formule. Ce sont des intuitions qu'on a à la suite de peut-être d'époques où les idéologies nous ont trop dicté comment nos vies pouvaient être lues uniquement comme récits idéologiques en termes de classe ou en termes de profit, quelle qu'elle soit, et que justement cette affirmation sans arrêt qu'il n'y a pas de frontière justement entre le privé, le désir, la jouissance, la politique, le plaisir éventuellement de l'insurrection. Enfin, tout ça, ce sont des choses qui sont très très liées pour moi et qui sont plus aussi une déclaration de foi en l'art d'une manière générale, en la création comme étant un horizon de transcendance éventuelle de l'humain, au-delà justement de cette finitude, au lieu de l'éluder comme on le fait dans le monde de la publicité et du marché, de plutôt s'y confronter comme, oui, justement, comme acte artistique de survie. Alors, c'est sûr que nous, le combat pour la liberté, pour la dignité, bien sûr, il existe, mais pas tout à fait dans les mêmes termes. C'est-à-dire que nous, on n'a pas ces oppressions frontales beaucoup plus lisibles que vous avez en Russie, enfin je l'imagine, mais on a affaire à des systèmes d'auto-coercition très très forts, d'occupation de terrain par le profit,
qui font face à une précarisation très très grande de tous, qui n'est pas dans les... C'est-à-dire que nous, c'est très difficile de désigner l'ennemi. Il est souvent en nous, et dire objectivement les obstacles à notre liberté, c'est plus complexe, à la fois plus facile dans une certaine mesure, puisqu'on n'a pas à se mesurer, j'allais dire physiquement, à un oppresseur, mais en même temps ça oblige à des grandes prises de conscience assez radicales du monde qui nous entoure, et ça ce sont des choses qui traversent aussi évidemment les autres pays, au-delà des simples enjeux de prise de pouvoir. Toute une tendance politique en France maintenant se refuse justement à toute prise de pouvoir, comme une espèce de négation. Et je crois que ce travail, de toute façon, il se fera des deux côtés, aussi bien en Russie qu'en France. C'est-à-dire que comme en Italie, voilà, il y avait Berlusconi et tout le monde pensait que tout allait mal parce que c'était Berlusconi, et quand il serait plus là, tout irait bien. Et bien, une fois qu'il est parti, beaucoup d'intellectuels ont réfléchi, ils ont vu, ils disaient le problème n'est pas Berlusconi en soi, mais Berlusconi en moi. Et voilà, peut-être qu'après, même si un jour Poutine s'en va, il faudra aussi qu'on se penche en Russie sur quel est le Poutine en chacun de vous. Voilà, et ça, c'est une espèce d'implosion du politique, mais qui en même temps passe à disparition, mais sa dissémination symbolique dans des replis de nous qu'on a parfois du mal à éclairer. Et c'est peut-être l'une des fonctions de l'art et du cinéma en Occident maintenant, c'est de ne pas limiter le constat à une simple lecture en termes de gentil et de méchant, quoi, d'essayer et je pense que ça n'empêche pas que là où vous êtes, il faut aussi se confronter à tout ça. Justement, on en revient un petit peu à ça. Des tabous, il y en a toujours. Hein, c'est sa définition freudienne. C'est-à-dire dès qu'on en détruit un, on en construit un autre. Justement, il y a peut-être des tabou sur l'idée qu'il n'y aurait plus de tabou, c'est-à-dire qu'on est toujours, c'est très très difficile d'assumer une espèce de liberté incroyable qu'a aujourd'hui notamment par exemple l'artiste européen, et toujours le désir de se définir par rapport à une force négative qui parfois nous empêche d'aller au fond de certaines choses, et ça c'est le tabou ultime qui serait effectivement justement cette idée de perte, de mort, qui est très très difficile à reconnaître pour une société qui se veut libre et florissante. Le tabou qu'il y a du mal, justement, encore, en chacun de nous, que c'est pas forcément l'autre qui est mal, d'être clair par rapport aux réactions qu'on peut avoir par rapport aux étrangers, par rapport à certaines difformités, par rapport aux animaux. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font qu'on est beaucoup dans une idéologie du sympa, qui n'est pas forcément du cool. Et peut-être que ce qui est tabou, c'est qu'au fond, c'est aussi parfois très jouissif de n'être pas cool, pas sympa. Et voilà, qu'il y a aussi quelque chose d'un peu rugueux dans la vie qui en fait aussi le parfum, alors que là, on serait peut-être dans une espèce de fadeur, même les gens de gauche, de mon milieu, etc. Parfois, il y a une espèce de confort, et il est souvent un peu tabou de le contester, et tout de suite, on est renvoyé à une espèce d'image de l'ennemi qui empêche un petit peu d'être ambigu, ou alors c'est le rire uniquement, le rire généralisé de tout. Et c'est un peu tabou de dire qu'il y a des choses qui sont moins drôles que d'autres. C'est un peu tabou de dire que Wagner c'est plus beau que Michael Jackson. Voilà, c'est des choses qui sont qu'il y a une hiérarchie dans l'esthétique. Après, moi, je pense que le problème de ces hiérarchies, c'est qu'il ne faut pas qu'elles soient imposées par l'extérieur, mais l'idée que chacun d'entre nous se refasse des points de référence, des points d'appui, je le trouve ça
plutôt bien, et ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire très facilement, que tout ne se vaut pas, qu'il y a des choses plus intéressantes que d'autres, plus belles que d'autres, plus réussies, qu'il y a du goût aussi. Ça, c'est des choses qui sont assez... mais je n'emploierais pas le mot tabou. Ce sont plutôt des choses qu'on évite, qu'on contourne souvent en riant. Voilà, mais j'imagine qu'il y a des tas de pays où il y a encore des tas de choses tabous. Faut pas, Le problème, c'est qu'elles sont tabous politiques. Peut-être qu'elles sont plus tabous dans la société, mais elles le sont dans les structures de pouvoir. Je pense à l'Iran ou des pays comme ça, où ça crée, oui, des sociétés schizophrènes. Et peut-être c'est un petit peu comme ça en Russie aussi, où il y a finalement la société vit dans une modernité échevelée, et en même temps, les structures sont complètement archaïques. Donc ça, c'est plutôt ce qu'on a appelé la postmodernité, mais on s'aperçoit que nous, sans ces structures archaïques auxquelles se frotter, on se retrouve parfois dans des gouffres où on trouve des solutions de clarification très très bêtes, quoi. Il n'y a qu'à voir les réactions parfois un peu extrêmes que peuvent avoir les gens dans le rejet, qui sont de la pure hystérie, quoi. En tout cas, voilà, j'espère que vous comprendrez tout ce que j'ai voulu vous raconter. Et puis donnez-moi des nouvelles.